Salut Bertrand. Bonjour, comment vas-tu Valérie? Bah écoute, ça va bien. On va pas faire de mystère. On s'est parlé hier pendant 1 heure. C'était très bien, une super conversation à mon avis. Malheureusement, il y a encore eu un problème technique. Ta voix n'a pas été enregistrée. Mais puis, il faut être honnête, pour le sujet qu'on aborde, on aura fait beaucoup trop long. Donc, soyons clairs, on va essayer de redire la même chose qu'hier, en plus court. Si jamais je me rends compte qu'on a oublié un sujet ou que j'ai mieux expliqué hier, je dis je parce que ta partie, on ne t'entend pas. Ben, je rajouterai éventuellement en insert la partie qui manque ou qui est mieux expliquée. La raison clé en fait pour laquelle je voulais qu'on échange, c'était aujourd'hui le climat, on l'entend à toutes les sauces, il y a les COP 21, etc. Il y a des problèmes de pollution, mais invariablement on a le sentiment que le message c'est de culpabiliser monsieur et madame Dupont, leur dire bah, c'est votre petite voiture, c'est votre petite machine, mais en même temps, quand vous achetez des trucs qui viennent de Chine par cargo, quand vous allez faire une grosse croisière, ou quand le mec qui vous explique ça à la télé passe son temps à sillonner le monde dans un jet, ça, il n'y a pas de problème. Et, euh, et pour combattre la Russie, ben, on a rouvert toutes les centrales au charbon, mais ça, il n'y a pas de problème. Donc d'un seul coup, l'urgence climatique qui était vitale et le monde allait s'effondrer quelques semaines après, bah, devient aléatoire quand il s'agit de défendre le dollar ou de faire du mal à un autre pays. Donc on a l'impression qu'on est au milieu de plein de mensonges également dans ce domaine. Moi, je suis pas du tout expert. Et toi, c'est des choses sur lesquelles tu travailles depuis très longtemps. Et je me disais que c'était intéressant de t'entendre en parler, en fait. Et Alors c'est en très intéressant. particulier, tout ce que tu fais sur les écosystèmes, tout ce que tu dis sur les écosystèmes. C'est tr- En fait, j'ai l'impression que tu as une vision, enfin manifestement c'est quelque chose que tu n'as pas approfondi. Donc tu as une vision assez vaste. Il y a plein de points que tu comprends où il y a des problèmes, des choses qui sont pas claires, mais c'est un petit peu confus ce que tu dis. Alors moi, ce que je remarque, avant de vraiment répondre point par point à ce que tu dis, c'est que j'ai remarqué quelque chose. Alors toi, je te connais pas depuis longtemps, donc je ne t'accuse pas du tout de ce que je vais dire ici, mais je connais des gens depuis environ 25 ans qui ne veulent absolument pas entendre parler, on va dire, du discours habituel sur le réchauffement climatique. Et il y a une constante sur ces gens, c'est qu'ils sont prêts à dire tout et son contraire du moment qu'ils ne sont pas responsables. Et je vais te donner le parcours classique. Et en fait, tu l'as montré en quelque sorte, plus ou moins dans tes 2 minutes là. Avant, on disait, je dirais dans les années 90, tout au début des années 2000, les gens disaient il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est pas vrai, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. On avait beau leur montrer des chiffres, on avait beau leur montrer le comportement des oiseaux, des plantes, etc. C'était toujours faux, ils voulaient rien entendre. Et puis tout d'un coup, quand il a commencé à faire vraiment plus chaud et que les agriculteurs le voyaient de façon, je dirais, spectaculaire, les gens ont dit oui, c'est vrai, il fait plus chaud, mais c'est pas de notre faute, c'est naturel. Mais ce sont les mêmes personnes. Alors, même si ici, je ne dis encore rien sur ce que je peux démontrer ou non, je dis que pour éviter d'avoir une responsabilité, donc de devoir changer de comportement ou de prendre des mesures, premièrement, c'est pas eux, et premièrement, ça n'existe pas, et du jour au lendemain, quand ils découvrent que ça existe, ils deviennent des experts pour dire c'est naturel. Donc, ça montre qu'il y a un côté psychologique ou sociologique, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, mais dans ce groupe de personnes, il y a vraiment l'idée c'est pas nous. Et puis la troisième étape, oui, c'est nous, c'est l'humain, mais c'est pas moi personnellement parce que c'est les autorités qui balancent des chemtrails ou des épandages ou des ensemencements. Donc, ça n'existait pas, c'est naturel, c'est artificiel, mais en aucun cas c'est eux. Donc, je crois qu'il faut être très attentif à ça. Il y a des gens qui sont prêts à dire n'importe quoi du moment qu'ils ne doivent pas se remettre en cause. Et ce n'est pas que dans le problème du climat. Donc ça, je crois que c'est un point très très important. Alors, tu dis, dans ton explication, tu dis, je ne nie pas qu'il y a des cycles. Mais il n'y a personne qui nie qu'il y a des cycles. En fait, depuis que la Terre est penchée, je ne sais plus exactement les dates, mais c'est des dizaines de millions d'années au moins, peut-être plus. Je vérifierai, mais en plus, parfois, il y a des désaccords sur la date exacte. Il y a forcément des saisons. Il y a des saisons et il y a des cycles. Et aussi, en plus de ces saisons et de ces cycles, on n'est pas toujours à la même distance du Soleil, et donc plus d'autres astres, etc. Donc il y a des cycles aussi, des plus grands cycles climatiques. Et moi, comme ornithologue, je les connais bien parce que ce sont ces ensembles de cycles, les cycles saisonniers et les cycles
climatique qui explique le mouvement des oiseaux qu'on appelle la migration, qui est un sujet absolument passionnant. Il y a des choses extraordinaires dans la migration. Donc, dire il y a des cycles, bah oui, on le sait. Alors, c'est comme si tu dis, il fait parfois noir, il fait parfois clair, on appelle ça le jour et la nuit. On le sait bien, il n'y a rien de nouveau. Et donc, que ces cycles existent et qu'il existe encore maintenant et qu'on voit des variations est tout à fait normal. Seulement, je vais te faire une petite analogie très simple. Tu es en France depuis, je ne sais pas, tu dois avoir plus ou moins mon âge, donc ça fait des dizaines d'années que tu connais la France, voilà, moi j'ai 49, donc voilà, tu as 50 plus que moi. L'hiver, il fait plus froid que l'été. Au printemps, ben, la température a tendance à augmenter progressivement, avec parfois un pic de température, parfois un peu plus frais. À l'automne, c'est pareil. Parfois, il peut faire chaud en octobre. En novembre, il peut avoir les premières neiges. Donc, tu as comme ça, tu es habitué en cycle. Maintenant, s'il fait 7 degrés le 10 octobre, 6 degrés, je sais pas, le 15 octobre, tu vois des trucs normaux. Et puis, le lendemain, disons le 16 octobre, il fait 48 degrés. Tu vas quand même être étonné. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est normal, il y a toujours des variations de température au cours de l'année. Oui, c'est vrai, mais celle-là, elle est quand même pas tout à fait habituelle. On va vers l'hiver, il y a une température normale et tout d'un coup, il fait 48, j'aurais peut-être dit 36, c'était bien aussi, mais tu comprends, il y a vraiment une cassure dans le cycle, qui est tout à fait anormal. Or, ce qu'on sait, grâce à plein de confirmations, les plantes, les animaux, dont les oiseaux, également des carottages, etc. Moi, je suis moins spécialiste. On sait qu'il y a des cycles glaciaires et interglaciaires. Et on les connaît depuis bien avant qu'on parle du réchauffement climatique. C'est pas quelque chose de mystérieux, c'est tout à fait bien connu. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on sait qu'on a eu une période glaciaire. D'ailleurs, une période glaciaire, c'était plus ou moins il y a 13-14 000 ans, qui a permis à des mammifères, y compris des êtres humains, de passer par le détroit de Bering, d'ailleurs, à pied. Une période où il y avait de la glace qui reliait donc l'Amérique du Nord et l'Asie, qui a permis les mammifères à quatre pattes de traverser, etc. Donc tout ça, on le sait bien. Puis après cette période glaciaire, il y a eu une période interglaciaire, et le pic de chaleur devait se situer il y a 4 ou 5 000 ans, plus ou moins. Globalement, les cycles, l'ordre de grandeur, c'est entre 20 et 40 000 ans. D'accord? Donc il y a 5 000 ans, tu as un pic interglaciaire, très bien. Et donc logiquement, la température baisse progressivement pour aller vers un pic glaciaire. Donc normalement, on devrait avoir une température qui se refroidit, mais je parle sur des milliers d'années, je ne parle pas à 10 ans près. Il peut avoir, les courbes, c'est des oscillations tout le temps, hein. Donc on a même parlé d'une mini-ère glaciaire au Moyen Âge, je ne sais plus exactement quand, au XVIIe siècle, ou un peu avant, j'ai plus les dates. On parle de petites aires glaciaires, et puis ça remonte un peu, c'est tout à fait normal. Seulement, on est dans ce cycle qui descend normalement vers l'ère glaciaire, et puis il y a environ 2 siècles, pouf, ça se met à monter. C'est vraiment l'histoire du mois de novembre où tout d'un coup, tu descends normalement vers l'hiver et paf, t'es en 30 degrés. Donc, la première chose, c'est se poser la question et de se dire, il s'est passé quelque chose. Voilà, ça c'est les gens qui disent, on ne sait pas comment il faisait avant, le climat a toujours changé. C'est vraiment l'argument de dire, il y a un tsunami qui arrive, ouais, mais enfin, il y a toujours eu des vagues, quoi. Non, il y a quelque chose de spécial. Et ça, j'ai vérifié parce qu'on m'a posé la question. Il y a 88 150 études qui confirment qu'il y a un réchauffement climatique et qui donnent des causes humaines. Alors, quand on me dit parfois, il y a des scientifiques, bah, alors déjà, c'est quoi un scientifique? Ça peut aussi se discuter, qui disent que c'est pas vrai. Mais ça, c'est aussi un truc intéressant parce que sur un grand nombre de personnes, on peut le voir, toi, tu es ingénieur, donc pour toi, ce que je vais dire est évident. Sur un grand nombre de personnes, il y a toujours des gens qui disent n'importe quoi. Sur 100 personnes, tu peux avoir un consensus. Mais tu n'as jamais un consensus sur 1 million de personnes, sur aucun sujet. Sur 1 million de personnes, tu as des gens qui croient que la Terre est plate. C'est toujours l'exemple classique qu'on donne, évidemment, hein. Mais regarde les jeux, moi ce qui me fait toujours rire, c'est les jeux. Est-ce que ça s'appelle comment gagner des millions ou qui veut gagner des millions, un truc comme ça? Et alors on fait l'appel à la salle. Mais tu peux demander à des gens qui est le président des États-Unis, Biden, Poutine, je sais pas moi, Macron. Il y a des gens qui vont répondre Macron, quoi. Il y a toujours. Donc, s'il y a un scientifique sur 80 000 qui dit que c'est faux, ça ne prouve rien du tout. Je vais quand même rappeler, parce que je ne sais pas si ça a été bien enregistré, vraiment l'importance de comprendre donc que tout le vivant est constitué d'environ la moitié de carbone, que ce sont des vases communicants avec l'atmosphère, et que donc s'il y a beaucoup de carbone dans l'atmosphère, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le vivant. Donc concrètement, on est en train de faire disparaître le vivant.
et que c'est ça le problème. Et que donc, effectivement, le climat, ce n'est qu'un symptôme de ce problème qui peut avoir des conséquences en lui-même, mais il ne faut pas se focaliser sur ce problème seul, sinon on rate l'essentiel. Et ça veut aussi dire que si on trouvait une solution technique pour récupérer, par exemple, le carbone de l'atmosphère, on n'aurait rien compris, on n'aurait rien solutionné. C'est vraiment essayer de récupérer le carbone de l'atmosphère avec des machines, comme certains le proposent. C'est vraiment le type qui a la malaria, qui a 41 de fièvre, qui est sur le point de mourir et on trouve un produit pour faire tomber la fièvre, ça ne va pas le soigner de la malaria. C'est vraiment ça, quoi. Il y a vraiment cette histoire de vase communicant à retenir et se dire, quand le vivant disparaît, ce n'est pas juste une diminution comme ça dans les chiffres, c'est une catastrophe, ça veut dire disparition d'espèces, ça veut dire diminution d'autres espèces, ça veut dire diminution des ressources pour l'être humain. Donc c'est vraiment une situation qu'il faut comprendre, parce que si on ne la comprend pas, on ne va pas la solutionner. Et puis il faudra réfléchir aux causes donc de cette situation. On a perdu environ en un siècle, grosso modo, la moitié de la masse du vivant. Et donc, ça a impliqué la disparition d'un certain nombre d'espèces. En fait, le nombre de disparitions est encore relativement faible par rapport au nombre d'espèces menacées. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ça s'enchaîne. Il y a des tas d'oiseaux, par exemple, puisque c'est ma spécialité. Eh bien, il y avait des populations de l'ordre de 100 000 ou 500 000 ou 1 million. Maintenant, on en a à 5 000 ou à 10 000. Alors on dit, ah oui, elles n'ont pas disparu, c'est pas grave. Mais en fait, si, c'est très très grave. Si vous avez une mécanique, les écosystèmes, je le rappelle, c'est vraiment une mécanique, et qu'il vous manque 90% des pièces, ben, votre voiture, elle va moins bien rouler. On est dans un cercle vicieux vraiment problématique. Et ce qu'on voit, c'est-à-dire la disparition des espèces spectaculaires ou la diminution des espèces spectaculaires, les rhinos, les éléphants, les girafes, enfin les orang-outans, etc., c'est vraiment que la partie superficielle de l'iceberg. Et donc, on parle de 150 voire 200 espèces qui disparaissent par jour, de vivants. Ça peut être des plantes, des invertébrés, etc. Et donc, on est en train d'affaiblir nos écosystèmes. Or, c'est nos écosystèmes qui nous nourrissent. Donc, c'est vraiment un comportement suicidaire que nous avons. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Quand on dit ça, ils disent on nous culpabilise, on se comporte mal, pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait, on n'a rien fait. Parce que c'est quelque chose d'assez complexe et c'est très 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 mal éduqué, c'est très mal enseigné dans les écoles. Et les écologistes, j'en veux beaucoup aux écologistes, j'ai été moi-même proche des partis écologistes il y a bien longtemps, des associations naturalistes, eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe. Ou alors, ils le font exprès, ce serait encore pire, mais je pense que la majorité ne comprend pas ce qui Mais se oui, passe, mais parce qu'en fait, forcément, ils l'enseignent mal. Pardon? tout le monde se focalise, tout le monde se focalise sur la pollution, sur le CO2. C'est l'alpha et l'oméga de tout. Ben oui, mais même À une avant, époque, parce que quand tu regardes les écolos, moi, quand j'ai commencé l'écologie, quand j'ai commencé vraiment à m'occuper de ça, c'est environ il y a 30 ans, on parlait très peu du réchauffement climatique. Et on ouais. parlait surtout de la perte de biodiversité, de la diminution des populations animales, des pesticides, mais on parlait pas de réchauffement climatique. Et dans les milieux écolos, il y en a qui disaient, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que c'est un problème? Tu crois que c'est vrai? C'était encore vraiment les balbutiements à l'époque. Et donc, il y a ça qui s'est rajouté. Mm. Et tout d'un coup, effectivement, on ne parle plus que de ça, comme si c'était exactement ce que tu dis, l'alpha et l'oméga. Mais ils étaient déjà incompétents à l'époque. Et le problème, c'est que certains, les rares qui sont compétents, peut-être, ils pensent que avoir un fil conducteur comme le climat, ça peut faciliter la communication. En mathématiques, en physique, on fait la même chose. Quand on a plein de problèmes, on peut aussi les simplifier en utilisant un indicateur qui, quelque part, rassemble tout. On peut faire ça en science pour se comprendre, en disant, voilà, l'indicateur, ça va être le carbone dans l'atmosphère parce que ça nous indique à quel niveau de perte de biodiversité et de biomasse nous avons. On pourrait le faire. Seulement, ce n'est pas interprété comme ça. C'est interprété comme si c'était le seul problème. Et donc, on passe tout à fait à côté du sujet. On sent bien que dans notre société de consommation, il y a eu, avec l'ozone, ils ont réussi tous les réfrigérateurs de toutes les maisons du monde et puis plein d'autres machines qui utilisaient certains types de gaz et de climatisation, etc. Et ça a tellement bien marché qu'ils se disent, ah ben avec le CO2, on va changer tous les moteurs à explosion de toutes les voitures.
on va changer tous les chauffages, on va tout changer pour faire une nouvelle révolution industrielle et pour pousser les gens à consommer plus. Et donc, en fait, le climat serait devenu l'alibi de nous rendre complètement dépendants des États, en fait, en Oui, nous mais faisant c'est dépenser de vrai. l'argent qu'on n'a pas. Mais Et oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que, il y a deux choses. La première, c'est de ne pas confondre les faits scientifiques et les décisions politiques. C'est pas ouais. parce que en fait récupéré par des décisions politiques que le fait n'est plus vrai. Le problème de l'ozone, c'est vrai, et contrairement à ce qu'on croit, on a fait beaucoup d'efforts pour l'ozone, on a diminué la pollution à l'ozone, mais c'était quand même un problème, et ça l'est toujours, et il y a toujours énormément de cancers de la peau. Et c'est en Mais partie je lié à ce crois problème ça. d'ozone. Je crois ça complètement. Moi, la question que je pose, c'est, je comprends peut-être beaucoup plus facilement, intuitivement, ce que tu décris avec le carbone, l'atmosphère, la photosynthèse, etc. Mais dès qu'on parle de surpêche, dès qu'on parle de, de conquête des territoires, et tu vois, en déforestation, etc., on dirait que ça n'intéresse personne. Donc on a créé des amendes pour le CO2, pour le machin, et peut-être que c'est bien, peut-être que c'est mal, mais en réalité, tout le reste, on s'en fiche. Alors que toi, ce que tu expliques depuis qu'on a cette série de discussions par téléphone, c'est que euh, non seulement c'est indispensable aux vivants, mais ça peut devenir une vraie activité économique. Et ce qui m'a intéressé en fait dans le fait d'avoir cette discussion avec toi, c'est que tu t'exprimes beaucoup sur l'importance de manger essentiellement des végétaux, puisque depuis très longtemps, tu es vegan. Et donc, c'est toutes tes explications sur tout ce qui va être l'alimentation d'origine animale. Si on comprend que l'excès de carbone dans l'atmosphère est un symptôme de la destruction du vivant, la destruction du vivant qui amène à plein de problèmes, ça amène des pandémies, ça amène des famines, ça amène, je veux dire, la liste est immense. Et puis, s'il n'y a plus assez de vivants, un jour, il n'y aura plus d'humains, puisque l'humain est dépendant de tout ce qui vit. Donc, il faut arrêter la destruction du vivant. Or, la première activité humaine qui détruit le vivant, c'est l'agriculture. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas, parce qu'ils disent l'agriculture, on produit. Mais l'agriculture ne produit pas. Elle change ce qu'un écosystème produisait pour faire quelque chose qui nous convient plus. Le gros problème, c'est qu'elle diminue considérablement la quantité qu'on produit. Bon, le cas classique, c'est quand même l'essentiel de la planète. Tu prends une forêt qui a une certaine biomasse à l'hectare. Tu rases la forêt, tu fais un champ de n'importe quoi que tu vas manger, des concombres, des carottes, tout ce que tu veux. Tu es quand même d'accord, tu n'as pas besoin qu'on te démontre qu'un hectare de forêt avec des gros fûts comme ça a plus de biomasse que tes petites carottes. Bon, je pense qu'on est bien d'accord. Bon. Donc, la question, on va pas arrêter de manger. Personne ne dit on va arrêter de manger. La seule chose, c'est que comme on est nombreux sur la planète et qu'on voudrait bien que tout le monde mange et qu'il n'y ait pas un milliard de personnes qui soient sous-nourries, j'espère que tu l'espères aussi. Tu n'es pas un psychopathe jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, la question que je pose, c'est de dire, on sait qu'on détruit trop le vivant, donc la chose la plus logique à faire, c'est de produire une nourriture pour l'être humain qui consomme pas trop de surface. Imaginons que les carottes, on peut nourrir à l'hectare l'équivalent d'une nourriture, je ne sais pas, pour 10 personnes, sur une certaine période de temps, et que les pommes de terre, ce n'est que 5 personnes, mais il faudrait produire plus de carottes pour diminuer la nécessité de la déforestation. Seulement, ce que les gens n'ont pas l'air de comprendre, ça c'est vraiment le point le plus crucial, c'est que il y a des petites différences entre le blé, le soja, les pommes, etc. Mais entre les produits végétaux et les produits animaux, il y a un facteur de 10. Pour vraiment se mettre ça en tête, imagine que tu es en voiture, tu as envie de traverser la France en voiture et tu as le choix entre une voiture qui consomme 5 litres et une voiture qui consomme 50 litres au 100. Tu te poses même pas la question sur la voiture que tu vas choisir. Mais c'est ça, ces proportions-là, c'est énorme. Et alors ta vache en Irlande, tu as l'impression de dire oui, mais les vaches en Irlande, elles broutent de l'herbe. Ah, parce il y a de l'herbe en hiver en Irlande? Je ne crois pas. Et donc, ils vont acheter du soja qui vient d'Argentine ou du Brésil. Tu as parlé du transport, tu as raison, qui est aussi du gaspillage d'énergie. Mais moi, je pensais à la déforestation. On va déforester l'Argentine pour pouvoir faire nourrir les vaches d'Irlande. Alors, pourquoi est-ce que je trouve que l'Union européenne est stupide? C'est parce que l'Union européenne, elle va dire tuer les vaches. Mais à quoi ça sert de tuer les vaches si les gens peuvent acheter de la viande qui vient du Brésil? Quelle est la différence? C'est pas ça qu'il faut faire.
C'est essayer d'expliquer gentiment aux gens qu'il faut diminuer la consommation de viande. Et petit à petit, bah, si les éleveurs ont moins de succès parce que ça se vend moins, bah, ils vont progressivement se recycler dans autre chose. Parce que forcément, si on mange moins d'une chose, on va acheter plus d'autres choses. Mais dire on va tuer les vaches en Hollande et en Irlande et puis on va acheter la viande en Argentine à la place, c'est complètement débile. Le problème, c'est qu'on ne compte pas correctement la production de nourriture, que ce soit en Hollande ou en France. Ça, c'est aussi hyper important. Est-ce que la France peut être autosuffisante en nourriture? Oui, elle peut être autosuffisante. C'est facile à compter. Tu comptes quelle surface cultivée, c'est environ entre 250 et 300 000 km² de l'Hexagone est consacrée à l'agriculture. Tu regardes combien d'hectares il faut. En fait, c'est moins d'en hectares, hein. Quelle surface il faut pour nourrir une personne. Tu fais le total, tu peux. En nourriture végétale, il n'y a pas de problème. J'ai fait le calcul, j'ai publié un article avec des chiffres sourcés qui viennent des lobbies de la viande. Comme ça, j'ai pas pris Greenpeace ou tu vois ce que je veux dire. Eh bien, avec les surfaces nécessaires, selon les producteurs de viande, la France peut produire la viande et les œufs pour les Français, à condition qu'ils ne mangent pas de lait et qu'ils ne mangent aucune nourriture végétale. Tout le reste, il faudra l'importer. Mais en végétal, on peut être autosuffisant. Donc les personnes qui sont souverainistes, qui veulent que la France ne soit pas dépendante des pays étrangers, elles ne devraient pas pousser aux élevages, elles devraient pousser à la végétalisation. Le problème, c'est que quand tu importes du soja pour le bétail, c'est pas considéré comme de la nourriture parce que les humains ne le mangent pas. Alors que cette quantité de nourriture que la Hollande importe, par exemple, pour ses vaches, c'est peut-être plus que toute la nourriture qu'elle produit. Mais ça compte pas dans les statistiques parce que les gens ne le mangent pas. Donc tu vois, c'est une façon de compter qui est terriblement biaisée en fait. Donc la solution, quand les gouvernements disent les élevages c'est le problème, ils ont raison. Mais c'est pas seulement pour le climat, hein. Moi, je dis le climat, pour moi, c'est secondaire dans cette histoire. Il y a un problème, mais il est secondaire. Mais les élevages, comme on le fait, c'est pas possible. D'ailleurs, écoute, je vais te le dire encore de façon plus simple, tout le monde peut comprendre ça. Il y a aujourd'hui 100 milliards d'animaux terrestres dans les élevages. On compte même pas les poissons. On est nous-mêmes 8 milliards. Même si les poulets sont beaucoup plus petits que nous, il y a aussi là-dedans des vaches, des moutons, des cochons. On comprend bien que ces 100 milliards consomment plus que les humains. C'est facile à comprendre. Donc, les surfaces qu'on consacre à nourrir ces 100 milliards, si on décide de les consacrer à nourrir les humains, il n'y a plus de problème de nourriture sur la planète. Et on gagne tellement de place qu'on peut faire des réserves naturelles partout dans le monde pour que les forêts puissent repousser et qu'elles puissent récupérer le carbone qui vient de l'atmosphère. Et donc le carbone diminuera. Et j'ai fait les calculs, et Jean Covici avait fait les calculs avant qu'il devienne en propagandiste pour les lobbies nucléaires. Il a complètement pété un câble, hein, Jean Covici. Mais avant, c'était un scientifique. Il avait fait le calcul, il avait obtenu les mêmes chiffres que moi. Donc, c'était sur son blog. Je ne sais pas si ça l'est toujours, mais c'était sur son blog perso. Il faut environ 40% des surfaces cultivées actuellement dans le monde qu'on rend à la nature qui va refaire des forêts pour récupérer la totalité du carbone qui est en excès dans l'atmosphère. Et donc le pouvoir. Alors, si toi tu te dis oui, mais le carbone c'est qu'une partie du problème, d'accord. Mais le pouvoir te prétend que tu dois manger des insectes, arrêter de te déplacer, etc., parce qu'il y a trop de carbone. Donc, moi, ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, je parle des idiots utiles. Je dis, si nous ensemble, en tant qu'humanité, en tant que peuple, on disait, ben on va le faire. On va manger du végétal, on va arrêter les élevages parce qu'ils n'auront plus de clients. Donc, les forêts vont repousser, il n'y aura plus trop de carbone, le gouvernement ne pourra pas te dire tu dois manger des insectes parce qu'il n'y a plus trop de carbone, puisqu'il n'y en aura plus de trop. C'est comme pour la pandémie. Si on avait tous une hygiène de vie qui fait qu'on n'est pas malade et qu'on n'a pas de pandémie, ils ne pourraient pas nous imposer des injections. Ah ben ils l'ont fait parce qu'il y a plein de gens qui sont malades, d'autres choses. Mais alors, ils meurent d'autres choses. On dit que c'est le Covid, d'accord. Il y a eu plein de manipulations. Mais si les gens étaient en bonne santé, on ne pourrait pas leur inventer qu'ils sont morts dans Covid s'ils sont en bonne santé. Or, les gens ne sont pas en bonne santé. Les Français consomment 40 boîtes de médicaments par an en moyenne, par personne. Je suis d'accord, le Covid, c'est un petit détail dans les statistiques qui se voient à peine. C'est toute la manipulation. Mais si les gens avaient été en bonne santé et n'avaient pas peur d'être malades parce qu'ils ont confiance dans leur immunité, parce qu'ils mangent bien, cette pandémie, enfin, ce simulacre de pandémie n'aurait pas pu avoir lieu. Ah bah c'est pareil pour le climat. Il y a trop de carbone dans l'atmosphère, c'est vrai. C'est un symptôme d'un problème. Solutionnons le problème, le pouvoir ne pourra pas nous imposer des passes climatiques et des insectes et tout ça.
L'influence de l'Occident sur le reste du monde. Alors, je suis le premier à dire que l'Occident se comporte comme des idiots, en particulier dans la guerre en Ukraine, comme tu le sais, j'en parle beaucoup. On est en train tout à fait de perdre notre influence, et donc c'est pas nous qui allons diriger le monde dans les dizaines d'années qui viennent. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. De toute façon, moi, je parle ici d'un problème qui est global, et c'est l'humanité qui devrait réagir. C'est pas un pays, c'est pas en bloc, c'est l'humanité. Maintenant, tu vas me dire que je suis complètement idéaliste de croire que les humains vont trouver une solution ensemble. Mais le problème, c'est que je vois pas d'autre manière d'agir. C'est-à-dire que pour moi, on ne solutionnera pas nos problèmes globaux, que ce soit les problèmes de guerre, de pollution, de climat, de biodiversité, de tout, s'il n'y a pas un minimum de cohésion chez les êtres humains. Si on continue à se taper dessus, bon, alors, moi, je ne vais pas empêcher les humains de se taper dessus, je n'ai pas ce pouvoir, je peux juste transmettre les informations que je trouve. Mais donc, quand tu dis l'Occident a bien profité, c'est vrai, les pays en voie de développement ont envie de profiter, c'est vrai aussi, mais c'est pas pour ça qu'ils veulent profiter comme nous. Par exemple, si tu regardes les chiffres, c'est très intéressant. On parle de nourriture végétale ou végétalienne. Je n'utilise pas ici le mot végan parce que végan, c'est une attitude envers les animaux. C'est des gens qui ne veulent pas faire souffrir les animaux. Ici, on parle de ressources, on parle de nourrir l'humanité, donc c'est pas du véganisme. Donc, nourriture végétale ou végétalienne, si tu veux. Quand moi, je suis devenu végétarien il y a 40 ans, j'étais quasiment le seul. Ça n'apparaissait pas dans les statistiques. Maintenant, quand on regarde en Europe, les pays qui ont le plus de végétaliens, c'est moins de 10%. C'est l'Allemagne, c'est l'Italie, c'est l'Angleterre, c'est du 7-8% de la population. Bon, c'est déjà pas mal. Il y a une évolution. Seulement, être végétarien, il y a 30 ans, quand je voyageais en Afrique, en Amérique centrale, à moins de m'acheter des fruits, ce que je fais souvent maintenant d'ailleurs, dans un restaurant, il n'y avait rien. On te regardait végétarien, mais t'es fou, ça veut dire quoi? J'ai regardé au Mexique, en 2022, des chiffres qui ont été publiés par des organismes tout à fait officiels du Mexique, il y a 10% de végétaliens et 19% de végétariens, une personne sur 5. C'est beaucoup plus que tous les pays d'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent très bien évoluer plus vite que nous. Au contraire, nous, on est ancrés dans cette idée que l'Occident dominant, machin truc. Eux, ils s'occupent pas de nous. Ils ont compris des tas de choses, y compris sur la nécessité de partager la nourriture avec des pauvres. Il y a beaucoup de pauvres au Mexique. Et ils ont très bien compris, tous les Mexicains, parce que dans ces pays-là, beaucoup de gens produisent leur viande. Ils achètent des sacs de nourriture pour donner à leurs poulets ou à leurs aux cochons qu'ils ont dans leur jardin. Et ils voient bien qu'ils achètent 50 kilos de grains pour avoir 5 kilos de cochons. Ils le voient bien. Et ils se disent finalement, si j'achetais ça pour que les gamins de mon village puissent manger et que moi, je vais manger des grains aussi. Tu vois, donc c'est du direct. Et ils ne s'occupent pas de ce que l'Occident décide. Donc il ne faut pas croire qu'on est une locomotive. Peut-être qu'on va même être à la traîne et qu'on pourrait prendre exemple sur les autres. Alors, tu as parlé du plaisir. Alors là, tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça, je pense qu'on avait vaguement parlé lors de la première vidéo. C'est pour ça que moi, je peux faire que du travail à mon échelle. Mais je suis très motivé pour, avec ma compagne qui est cuisinière, elle est chef, de faire un ou plusieurs restaurants où on peut montrer aux gens que non seulement ils vont avoir autant de plaisir, voire plus qu'avant. Et les gens vont choisir notre nourriture non pas en se disant je pense aux enfants qui meurent de faim, je pense au climat, je pense à ceci, mais ils viennent parce que c'est super bon. Ah oui, moi je suis tout à fait contre à 100%, mais je suis même contre la viande végétale. Je suis contre l'idée. En fait, le problème c'est qu'on a été beaucoup trop loin. Parfois j'essaye de donner comme exemple, je ne sais pas si c'est l'exemple le plus parlant, mais il est très facile à comprendre. Les vaches, bon d'accord, normalement c'est pas naturel et tout, bon on sait que c'est les hommes qui ont créé cette population, mais les vaches quand elles mangent de l'herbe, elles sont en bonne santé. Mais quand on leur donne des farines animales, elles sont malades. On en a fait l'expérience. Si, imagine que si on avait trouvé un médicament qui permettait aux vaches de ne pas avoir la fameuse maladie de Creutzfeldt-Jakob, la maladie de la vache folle, eh bien, on aurait continué les farines animales. On a arrêté parce qu'elles étaient malades. Bon. Donc, elles auraient continué à manger cette horreur, mais en plus, elles auraient eu un médicament. Ce qui se serait passé, je peux te garantir, c'est que dans quelques années, elles auraient eu une autre maladie. Parce que cette nourriture ne leur convient pas. Il y a des carences, il y a des produits empoisonnés là-dedans qui ne conviennent pas en herbivore. Donc on aurait trouvé un autre médicament, et puis un autre médicament. Et puis peut-être que dans 50 ans, les vaches mangeaient plus que des farines animales, et elles auraient 30 médicaments parce qu'il y a 30 maladies. Et si une vache avait dit, ouais, mais moi je vais manger de l'herbe, je ne serai pas malade, on aurait dit, t'es complotiste.
Tu vois? Et pourtant, c'est vrai. Tous les animaux de la planète mangent la nourriture telle qu'elle est dans la nature. On la transforme pas, on fait pas un truc qui ressemble à de la viande, on ne la cuit pas, on la mange comme elle est. Une pomme, une banane, une carotte, crue, nature, avec la plure, tout comme ça. Il n'y a aucun animal sur la planète, aucun animal qui a des problèmes de santé que nous avons. Les animaux deviennent malades quand ils sont dans nos élevages, dans nos eaux, quand ils mangent la merde qu'on produit pour nous-mêmes et qu'on partage avec eux, parfois avec une très bonne intention, parfois accidentellement. Mais un animal dans un milieu naturel sain, il n'a pas de maladie infectieuse. Il a une maladie infectieuse dès qu'il est sous-nourri ou mal nourri. Et donc, ça permet une régulation plus rapide. Donc, en fait, c'est très utile ces maladies infectieuses. Donc, si tu as un animal, je prends souvent l'exemple du colibri parce que tout le monde comprend l'exemple du colibri. Si tu as besoin de 10 fleurs pour qu'un colibri puisse vivre, si tu as 1000 fleurs, tu peux avoir 100 colibris. Et si tu coupes la moitié des fleurs, ben, tu as 2 fois trop de colibris. Et donc, ils vont devoir diminuer. Et là, ils vont tomber malades, ils vont se battre, il va y avoir quelque chose, mais ils vont diminuer parce que s'ils ont besoin de 10 fleurs chacun, il faut qu'il y ait 10 fleurs par colibri. C'est facile à comprendre. Ben, c'est ce qui se passe avec toutes les espèces. Tant qu'elles ont de la nourriture en abondance et en qualité, c'est-à-dire qu'elles mangent ce qui leur convient, elles sont pas malades. Mais il y a des fluctuations, il y a des feux, il y a une inondation, il se passe quelque chose, il n'y a plus assez de nourriture, alors arrivent les maladies. Ah, écoute, c'est très difficile de donner une réponse très précise parce qu'il y a plusieurs causes. Donc la première cause, ça c'est vraiment le problème de fond, et c'est pour ça que je reviens toujours à ça, c'est qu'une énorme partie des terres, mais c'est pas que en Afrique, mais c'est le cas en Afrique aussi, sont utilisées pour produire soit de la nourriture pour des humains, mais très souvent la nourriture pour le bétail, mais de pays étrangers. Quand tu lis que des pays comme le Burkina Faso et le Mali sont des pays de sécheresse dans le Sahel, qui ont des problèmes de nourriture et ils exportent des tonnes et des tonnes de nourriture pour le bétail français. Si tu te dis, mais ils sont fous, quoi. Enfin, ils sont fous, c'est pas de leur faute, on leur a imposé, enfin bon, il y a toutes sortes d'histoires, je vais pas rentrer ici. Mais donc, il y a vraiment un énorme problème de ce côté-là. Donc, on a fait un système qui est mauvais, où on encourage à l'agriculture intensive, où on met des engrais, on met des pesticides, et donc on devient dépendant de ces produits. Et si on peut plus les avoir parce qu'il y a des sanctions, parce qu'il y a des problèmes avec la Russie, etc., ben alors les gens se mettent à crever de faim. En fait, euh, pour faire une conclusion qui est peut-être plus globale, mais plus profonde, si tu roules en voiture, j'aime bien te parler parce que tu es ingénieur, je sais que ces choses-là, tu les comprends tout de suite. Après, je crois que le public comprendra aussi, mais si je dis quelque chose d'incorrect ou d'incohérent, tu me reprendras. Mais tu as une voiture qui roule bien. Si tu as un problème, bah, tu changes la pièce, tu la répares, tu la bricoles, bon. Mais là, on est arrivé à un stade où, depuis très longtemps, je ne sais pas à quelle échelle par rapport à une voiture, disons depuis 10 ans, tu as ta bagnole, tu as un truc qui va pas, tu retires la pièce. Tu dis, c'est pas grave. Elle fait du bruit, c'est pas grave. Elle fume trop, c'est pas grave. C'est peut-être le pot d'échappement, je m'en fous. Et puis, les phares ne marchent plus, c'est pas grave. Et puis, tu as une voiture, tout d'un coup, elle s'arrête. Et tu me demandes quelle pièce il faut changer pour qu'elle roule. Mais c'est pas une pièce qu'il faut changer, il faut refaire toute la voiture parce que ça fait 10 ans qu'on la dégrade. Et donc, quand les gens te disent qu'ils ont une solution avec un truc, c'est ça qu'il faut faire. C'est de la faute de ça, c'est de la faute de lui, c'est de la faute de ça. Tout est faux, même un tout petit peu partiellement vrai, mais c'est globalement faux. Et donc, tu peux pas changer et de dire du jour au lendemain, voilà, tu as une agriculture qui est mauvaise, on plante des plantes qui ne conviennent pas au sol, au climat, à la latitude, on rend dépendant des agriculteurs de produits qui viennent de sociétés étrangères, de technologies qui viennent d'ailleurs. On a tout ce système qui ne va pas, et tout d'un coup maintenant, on arrive à un point, on est au moment de l'accident. Et on demande, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ben, tout est à revoir. Alors, peut-être que la goutte qui fait déborder le vase, c'est la guerre en Ukraine, et donc l'exportation des engrais ou des grains qui est compliquée, c'est possible. Mais ce n'est que la goutte qui fait déborder le vase. On a un point commun sur lequel on est 100% d'accord, c'est les décisions qui sont mauvaises de la part du pouvoir. Alors quand je dis le pouvoir, c'est le terme que j'utilise, certains disent les élites mondialisées, etc. Bref, c'est les gens qui dirigent actuellement le monde, en particulier le monde occidental, c'est bien de ça qu'on parle. Ils prennent des décisions avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et c'est rien de le dire. Et sur ce point-là, il n'y a pas de discussion. Je pourrais faire la liste, imposer de manger des insectes, faire des quartiers de 15 minutes où un jour les gens ne pourront pas sortir, sauf peut-être s'ils ont des bons points sur un crédit social, limiter le nombre de voyages, etc., etc. Bon, tout ça, on n'est pas d'accord. La liste est énorme. Alors, Enfin, là-dessus, on est d'accord. On n'est pas voilà, d'accord
avec C'est les ça, on n'est pas solutions d'accord avec que eux, on proposent est les d'accord, États. toi et moi. Donc on peut partir là-dessus comme base. Ce que moi j'essaye de dire et que je ne constate pas malheureusement sur les réseaux sociaux, c'est que pour avoir une chance de gagner contre ce pouvoir qui veut nous imposer des choses que nous ne voulons pas, on est obligé de regarder en face la réalité, de voir les problèmes, ceux qui sont vrais, ceux qui sont faux, et ceux qui sont vrais, il faut qu'on ait des solutions alternatives à ce que eux proposent. Parce que si on ne solutionne pas ces problèmes, eh bien ils gagneront toujours.